Il est probable que la plupart d'entre vous, à la lecture de mon métier, aient pensé à un proche, actuellement ou précédemment, atteint par le cancer. En effet, en Belgique, un homme sur 3 et une femme sur 4 aura un cancer avant l'âge de 75 ans. Et comme l'incidence des cancers ne cesse d'augmenter, il risque de devenir, d'ici quelques années, la première cause de mortalité dans notre pays. Les cancers nous concernent donc tous. Et quand ils surviennent, ils entraînent bon nombre de questions. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait? Quel va être mon pronostic? Quel sera mon traitement? Et ses effets secondaires? Vais-je souffrir? Et surtout, mes enfants, sont-ils aussi à risque? Il est également possible qu'à l'écoute de ces questions un peu noires, vous vous demandiez quelle mouche peut bien piquer un étudiant quand il s'oriente vers une telle spécialité. Évidemment, en tant qu'oncologue, nous sommes parfois très tristes, réellement remués par l'injustice des situations que vivent nos patients. Mais je vais tenter ce soir de vous montrer que l'oncologie médicale est aussi une discipline absolument fascinante. Fascinante, elle est tout d'abord grâce aux leçons de vie et de courage que nous enseignent nos patients. Il y a quelques années, j'ai pris en charge une patiente de 55 ans à l'hôpital de Huy, qui, après une chirurgie pour un cancer de l'estomac, présentait une rechute métastatique au très sombre pronostic. Je m'étais fort attaché à cette patiente, qui combinait à la fois toute l'ardeur de son Espagne d'origine et puis l'humour et la franchise caractéristiques des Liégeois et des Hutois. Elle m'a rapidement annoncé son objectif de vie, pouvoir encore tenir au moins 7 mois et rencontrer sa première petite fille. 7 mois, je ne pouvais pas lui promettre, mais ça devenait un objectif aussi pour notre équipe. Et j'insistais très fortement sur les effets secondaires de son traitement et surtout le risque de développer une infection par manque de globules blancs sur chimiothérapie. Je donnais mes coordonnées et assurais qu'on pouvait me contacter à tout moment. Je revois donc madame à la consultation suivant la première cure de chimiothérapie. Elle est venue accompagnée de son mari. Et évidemment, une des premières questions est de savoir si oui ou non elle a eu de la fièvre. Madame m'annonce que non, mais monsieur l'interrompt, dit si, tu as eu de la fièvre samedi soir. Moi, j'étais prêt à bondir, j'étais prêt à dire, mais enfin, je vous ai tout donné, mon téléphone, mon mail, je vous ai demandé de me contacter à n'importe quel moment. Et madame le regarde avec un accent très liégeois, même chou, samedi soir, on était au dancing. Et moi qui étais un peu interloqué par la situation, je vois monsieur se taper sur les cuisses et me dire « Hey, relax, docteur, c'était la fièvre du samedi soir. » Je vous assure que j'aurais eu envie de dire « Mais enfin, monsieur, est-ce que vous réalisez ?» Et en fait, tout le long de la consultation, madame, elle riait. Elle riait, elle était sérieuse, mais elle riait. Et elle riait jusqu'à ce qu'il sorte de mon box de consultation, que monsieur raconte la blague aux autres patients, que j'entendais rire, ainsi qu'aux infirmiers. Et moi, je percevais que tant monsieur que madame, ils avaient très bien compris l'issue fatale de la situation, mais cet humour permettait de dédramatiser. Et je venais de recevoir une leçon de vie. Et évidemment, vous vous demandez si madame a pu rencontrer sa petite fille. Eh bien, 2 mois après mon arrivée à Boston, je recevais sur mon Messenger une photo ainsi qu'un message m'annonçant la naissance de Chloé. Et bien que je savais l'issue fatale, et d'ailleurs madame est décédée 2 mois après cette photo, je peux vous assurer qu'à la lecture de ce message, j'ai ressenti une joie très profonde et la sensation qu'avec notre équipe, on avait plutôt pas mal fait notre travail. L'oncologie médicale est fascinante aussi par ses dimensions intellectuelles. Quelques années avant et puis pendant mes études de médecine, l'oncologie médicale a eu 2 grandes révolutions. Celle des thérapies ciblées d'une part, et puis des immunothérapies d'autre part. Il faut se rendre compte que jusqu'aux années 2000, outre la chirurgie et la radiothérapie, nous n'avions pour traiter les cancers que des chimiothérapies et des hormonothérapies pour certains sous-types de cancers du sein et de prostate. La chimiothérapie, elle fonctionne selon un processus très simple, un principe très simple. Les cellules cancéreuses ont une vitesse de prolifération bien supérieure à celle des cellules normales. Et donc, on attaque les systèmes de prolifération. C'est un peu comme si les cellules cancéreuses étaient des Formule 1 et les cellules normales des voitures plus régulières. Mais vous le savez, on compare aussi fréquemment les chimiothérapies à des bombes qui, outre attaquer l'ennemi, tuent des cellules normales et donc des innocents. Et ça s'explique parce que parmi nos cellules normales, nous avons aussi des cellules
à haute vitesse de prolifération. Peut-être pas aussi rapide que les Formule 1, mais c'est au moins des voitures de course. Ce sont les cellules donnant nos cheveux, la barrière intestinale, les globules blancs, et donc il y a un risque de perte de cheveux, de diarrhée et d'infection. Et donc, dès les années 70-80, les chercheurs ont voulu comprendre plus finement les différences entre les cellules cancéreuses et les cellules normales. C'est un peu comme si on avait ouvert le capot des Formule 1 et qu'on avait regardé le moteur et les connexions entre les pièces. Dans notre jargon, on appelle ça des voies de signalisation, et les pièces qui se trouvent à la surface, puis dans le cytoplasme et dans le noyau des cellules, ce sont des protéines. Et quand elles sont essentielles à la prolifération et à la survie des cellules cancéreuses, on appelle ça des drivers, parce qu'il faut un fameux pilote pour contrôler des Formule 1. C'est ainsi que, par exemple, on a remarqué que dans certains cancers du sein, il y a des récepteurs aux œstrogènes. Et on a compris que si on bloquait l'accès des œstrogènes à ces récepteurs, les cancers avaient une moindre vitesse de prolifération et même commençaient à avoir des cellules qui meurent. C'était les premières hormonothérapies des années 1980. Et puis, on a listé toutes les différences entre cellules cancéreuses et cellules normales. C'est les travaux du professeur Weinberg qui a fait les caractéristiques qu'on appelle les hallmarks du cancer. Il y en a 10. C'est par exemple la capacité des cellules cancéreuses à résister à la mort programmée qui survient dans toutes nos cellules et que l'on appelle l'apoptose. Et pour chacune de ces caractéristiques, on a développé des traitements ciblés. Ciblés parce que ça attaque les cellules cancéreuses uniquement. Et donc on attaque certaines protéines et suivant les différents types de cancers, on a différentes thérapies ciblées. En tant qu'étudiant de médecine, j'étais absolument fasciné par cet aspect de décortication des cancers et de création de traitements totalement adaptés. De plus, j'apprenais en 2009 que ma tante préférée avait un cancer avancé du côlon et ça a probablement inconsciemment poussé mon intérêt à l'oncologie. Pour la petite anecdote, j'ai rencontré le professeur Weinberg récemment à Boston. Je vous assure, ce n'était pas un séminaire de pêche, c'était bien un séminaire d'oncologie. Et j'étais assez ému de rencontrer un des Lionel Messi de la thérapie ciblée. Mais pendant mes études de médecine, il restait une énigme. Comment les cellules cancéreuses échappent au système immunitaire? Les cellules cancéreuses, elles viennent des cellules normales, mais des cellules normales, forcément, qui sont altérées. Vous, comme moi, tous les jours, on a des cellules qui présentent des altérations. Mais heureusement, nous avons des systèmes pour éliminer ces cellules cancéreuses en devenir, dont le système immunitaire. La compréhension de l'échappement au système immunitaire, elle s'est faite aux environs des années 2010. Et ça a valu le prix Nobel de médecine à James Allison et Tasuku Honjo en 2018. Schématiquement, on peut dire que les cellules cancéreuses, elles vont développer un camouflage qui les fait passer pour des cellules normales aux yeux de notre police, qui dans notre corps s'appelle les globules blancs, et plus particulièrement les lymphocytes pour éliminer les cellules cancéreuses. Et avec l'immunothérapie, on parvient en fait à enlever ce camouflage. Le frein qui a lieu sur nos lymphocytes part en éclats. Les lymphocytes sont capables de reconnaître à nouveau les cellules cancéreuses et les éliminer. Vous l'avez donc compris. À la fin de mes études de médecine, le métier d'oncologie, il était devenu totalement différent de celui qu'il était encore 15 ans auparavant. Moi, une discipline en plein essor, je voulais en être. Je voulais d'autant plus en être qu'à chaque fin de mes stages en oncologie médicale, je ne tarissais d'éloges sur la discipline, ses aspects variés, sur les connaissances des oncologues et leur empathie. Et donc, fin 2013, alors que jusque-là, j'avais toujours voulu être pédiatre, c'était décidé. J'allais postuler pour devenir oncologue médical et j'allais, comme c'est l'usage, trouver le professeur qui, à Liège, s'appelle Guy Jérusalem. Je crois que cette soirée le démontre très bien. Dans tout parcours, il y a des personnes clés qui vous amènent à ouvrir votre esprit, pousser vos perspectives. Moi, cette personne, c'est vraiment le professeur Jérusalem, qui rapidement, au vu de mon profil d'étudiant, m'a suggéré de réaliser un assistanat qui combinerait et alternerait des périodes de 6 mois de formation clinique avec des périodes de 6 mois en recherche en laboratoire afin de faire une thèse de doctorat sur le cancer du sein. Cancer du sein en recherche, je ne savais pas trop, je n'avais pas fait beaucoup de recherches pendant mes études. Donc j'ai accepté, mais à une condition. Si je n'aimais pas après 6 mois, j'arrêterais le labo. Et en fait, après 2 mois, j'étais tellement passionné par toutes les techniques qu'on était capable de faire que c'était clair, toute ma vie, je serais aussi un chercheur.
On n'a jamais reparlé de cet ultimatum. Mais ne vous fixez pas de limites, n'ayez pas d'a priori. Je dois dire qu'un assistanat combinant comme ça, clinique et recherche, c'est parfois éprouvant. Les horaires de travail, les examens, les souris qu'il faut aller parfois voir le samedi et le dimanche, la thèse qu'il faut écrire. C'était parfois éprouvant, mais j'ai eu la chance d'être encadré par des personnes extraordinaires et bienveillantes dans les deux mondes. Et j'ai des souvenirs impérissables, notamment un tour de selle au lendemain de la victoire belge contre le Brésil avec un superviseur en vareuse. Je peux vous assurer que même les patients avec les maladies les plus avancées, ils ont éclaté de rire en nous voyant arriver comme ça. Et puis évidemment, je me souviens des équipes médicales, paramédicales, infirmières, surtout les infirmiers, qui vous enseignent tant par leur expérience et leur contact avec les patients. La recherche, j'en ai des excellents souvenirs, même si parfois elle est éprouvante, parce que vous avez travaillé beaucoup. Vous avez beau travailler avec cœur, il y a des périodes où tous vos résultats peuvent être négatifs, et vous enchaînez comme ça des défaites, mais malgré tout, il faut rester optimiste. Mais fort heureusement, j'étais déjà bien préparé à cet aspect-là de la recherche, parce que malheureusement, je suis un très grand supporter du standard. Après ma thèse, je voulais continuer la recherche, mais je voulais la faire dans un endroit où on a vraiment des techniques de pointe, plus de moyens financiers, découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles connaissances que je pourrais ramener dans mon pays, une nouvelle culture, d'autres langues. Et donc, c'est pour ça qu'en novembre 2019, alors qu'il en faut vraiment beaucoup, croyez-moi, pour bouger un Liégeois de sa cité ardente, je suis allé à Boston pour commencer un postdoctorat de 4 ans au Dana-Farber Cancer Institute de la Harvard Medical School. Harvard, c'était un rêve. Je n'osais pas trop y croire, mais là aussi, ce sont mes superviseurs qui m'ont poussé à y croire. Et puis, d'interview en interview, le rêve, il est devenu réalité. Mais au début, il s'est accompagné d'un syndrome d'imposteur, surtout quand je rencontrais des gens si brillants venant du monde entier qui, par leur gentillesse, m'ont expliqué les nouvelles techniques que j'allais utiliser, les nouveaux concepts. Croyez vraiment en vos rêves, ne vous fixez pas de limites. Et à Dana-Farber, j'ai la chance de voir des recherches qui se font sur des molécules qui sont probablement les médicaments qu'un jour j'utiliserai en tant qu'oncologue. Je vois aussi une énorme collaboration avec d'autres laboratoires de mon centre, avec des laboratoires de Boston en général, de New York, du monde entier. Et ça, cet aspect de collaboration, je crois que les Belges, on peut s'améliorer. On a des chercheurs en Belgique exceptionnels dans énormément de domaines. Mais je crois que parfois, on oublie que notre devise, c'est l'union fait la force. À Dana-Farber, je ne vois pas de patients, mais j'ai la chance de voir des recherches de pointe qui se font finalement sur toutes les étapes de développement d'un cancer. Et cela, ça me permet d'avoir beaucoup d'optimisme quant au futur, quant à des nouvelles applications, et même des applications qu'en fait, on a déjà en clinique. Si vous prenez le début d'un cancer, il y a des cellules normales sur une membrane basale dans un tissu, et qui vont en présenter des altérations. On peut, par exemple, contre ces altérations, essayer de faire une prévention, éviter les facteurs de risque. On peut identifier les cellules souches cancéreuses, c'est-à-dire les cellules à la base des cancers, et puis on peut aussi éviter le développement de cancer par l'utilisation de vaccins. Il faut savoir que l'oncologie médicale, c'est un des plus grands champs de recherche sur ces fameux vaccins ARN dont on a tant parlé les 2 dernières années. Et puis le cancer, donc, il va présenter une expansion, il va rester dans le tissu, on appelle ça un carcinome in situ. Et puis, certaines cellules vont traverser cette membrane basale et on a un carcinome invasif. Et quand les cellules traversent la membrane basale, elles sont en fait dans un tissu qui est différent de celui de leur tissu d'origine. Donc elles doivent s'adapter. Et on comprend bien comment elles s'adaptent désormais. Par une étude de la régulation de l'expression des gènes, d'un changement de métabolisme, d'un changement de morphologie. Et puis, on peut vraiment améliorer l'élimination des cellules cancéreuses par notre système immunitaire. Notamment, actuellement, en hématologie, chez mes confrères qui donc, traitent parfois des lymphomes de Hodgkin, ils ont ce qu'on appelle les CAR T-cells. On va prendre des lymphocytes d'un patient, en laboratoire, on les éduque à reconnaître le cancer, et puis on les réinjecte chez le patient. Et avec cette technique, ils ont de sacrés succès. Et puis, un cancer, malheureusement, parfois, il peut atteindre même le sang ou le système lymphatique, et puis aller vers d'autres organes et entraîner une dissémination. Évidemment, par le dépistage, on veut toujours éviter ce genre de situation. Et désormais, on peut
détecter des cellules cancéreuses même à très faible nombre dans le sang ou le système lymphatique par la technique des biopsies liquides. Ça peut être utile notamment quand on fait une chimiothérapie et qu'on veut voir la décroissance du nombre de cellules cancéreuses présentes dans le sang. Et ça peut parfois être utile aussi chez tout patient, a priori sain, avec une toute petite tumeur non détectée sur un scanner, mais qu'on pourrait détecter donc par une prise de sang. On comprend également beaucoup mieux l'hétérogénéité tumorale. L'hétérogénéité tumorale, c'est vous prenez par exemple 2 patients qui ont un cancer du poumon. Ces 2 patients, ils ont en fait des cancers du poumon tout à fait différents l'un de l'autre. Et puis vous prenez un des 2 patients, vous regardez sa tumeur primaire, vous regardez les tissus de la tumeur primaire, les cellules, et vous observez qu'il y a des cellules en fait tout à fait différentes les unes des autres dans cette tumeur primaire. Puis vous comparez la tumeur primaire avec un lieu de métastase, par exemple dans le foie, et vous verrez à nouveau d'énormes différences en termes des cellules présentes dans la tumeur primaire et la métastase. Et si vous focalisez sur la métastase hépatique, là aussi, vous verrez différentes populations clonales de différentes cellules cancéreuses qui toutes venaient initialement d'une même tumeur primaire. Avec toutes ces recherches, avec toutes ces améliorations sur notre compréhension, je suis vraiment persuadé qu'un jour, on parviendra à réaliser ce que la Fondation contre le cancer annonce, transformer l'espoir en victoire. Et je serais vraiment ravi et très enthousiaste de revenir en Belgique, pratiquer une carrière à la fois en clinique et de recherche académique. Ici, c'est vraiment une petite partie de notre communauté belge scientifique à Boston. Comme vous le voyez, j'aime beaucoup le football. Mais ceci, c'est certainement pour vous montrer que même si on est belge et qu'on a parfois cette sensation qu'on ne peut pas atteindre des grandes universités américaines, il faut absolument croire en vos rêves. Et n'hésitez jamais à postuler. Merci pour votre attention.